Et donc on est avec Guillaume Pitron. Salut Guillaume. Donc le bouquin, il est là, l'enfer numérique. 3 ans après la guerre des métaux rares, c'est ça, hein, Guillaume. Guillaume. Ça commence bien. Non, parce qu'en fait, oui, je sais comment commencer le truc. Et là où va aller notre discussion. Tu le sais, dans les entreprises, aujourd'hui, la lutte contre le carbone est devenue en fait la priorité de toutes les priorités, mais vraiment très très sérieusement. Voilà. Sauf que les gars sont dans une confusion totale. Sur quel levier je dois vraiment jouer pour être efficace, parce qu'ils ont envie d'être efficaces tous. Et là, en fait, je vais résumer ton bouquin avec une question. Si je fais une visio plutôt que de prendre l'avion, je ne suis pas tout à fait sûr d'améliorer mon bilan carbone. Si, c'est très très net que, en tout cas... Ah non, attends Guillaume, j'ai lu le bouquin. Non, c'est pas aussi net que ça. Alors en fait, si je vais prendre l'avion pour aller à une réunion à New York, versus je préfère rester en France et faire une visio, le gain écologique est énorme de la visio. On va y venir après à la suite, mais le gain est énorme. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos vies sont numérisées, les entreprises font leur transition numérique, elles multiplient les supports, les façons de se rendre visibles sur les réseaux sociaux, bien évidemment. La sécurité informatique, c'est une gigantesque usine, quelquefois à gaz. Les flottes de téléphones portables, elles se multiplient. On a les téléphones pro, on a les téléphones perso. Et il faut toujours plus de centres de données, qu'ils soient hébergés au sein d'entreprises. Non, mais on va y aller. Mais la phrase clé de ton bouquin, c'est dès le début d'ailleurs. Le risque que le numérique aboutisse à une augmentation nette de l'empreinte environnementale des secteurs numérisés est bien réel. C'est vrai notamment pour le secteur tertiaire, où dans le secteur tertiaire, et c'est de ça dont je parle, hein, le numérique peut représenter jusqu'à 30 voire 40% de la dépense d'électricité d'une entreprise. Donc c'est colossal. Un DSI d'une entreprise du CAC 40 que je ne peux pas citer me disait les dépenses que notre entreprise consacre pour chaque salarié et par an pour tout l'écosystème numérique est de 20 000 € par an. Oui, mais ça, les dépenses, à la limite, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le carbone. Et c'est le carbone. À la limite, l'entreprise, elle fait ce qu'elle veut de son pognon, mais c'est le carbone qui nous intéresse. Absolument. Donc pour une entreprise du secteur numérique, cette information-là, cette citation-là que vous tirez d'un groupe de réflexion français qui s'appelle The Shift Project, est une information à prendre très, très au sérieux. Ah, mais elle est ultra justifiée dans le bouquin, ça, j'ai aucun doute. Absolument. Après, on comparait quand même la question du vol pour aller à New York à une conférence versus un visio. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout devient numérisé, comme on explose dans cette gestion des données, du big data, du stockage de données sur plusieurs data centers, parce qu'il faut absolument que l'information soit disponible à plusieurs endroits différents. S'il y a un data center qui tombe en panne, il faut que l'autre prenne le relais, etc. Ça, ce sont de nouvelles dépenses énergétiques qui font qu'au bout du compte, et des dépenses matérielles, qu'il faut qu'au bout du compte, effectivement, l'impact matériel et énergétique d'une entreprise va et risque, c'est ce que dit le Shift Project, d'exploser. Et sur cet exemple précis-là, je préférais quand même être précis, je préfère le visio à l'avion. Ouais, tu préfères le visio à l'avion, mais tu dis si on va jusqu'à New York. En fait, non, mais le truc c'est, et c'est ça qui est intéressant et en même temps ultra perturbant dans ton bouquin, hein, Guillaume, c'est-à-dire que il y a énormément de chiffres, de tableaux, de démonstrations. Il y a du reportage aussi, hein, et on va aller sur les mines de graphite, etc. et tout, mais énormément de chiffres. Et en fait, tu vois, tu sors de ce bouquin et tu es face à cette phrase qui est terrible et que j'entends assez régulièrement. Où est la vérité ? Dans cette espèce de confrontation d'études que tu organises, mais mon Dieu, où est la vérité ? D'abord, la vérité, Stéphane, elle n'est pas du côté du secteur des télécommunications, du secteur de ces technologies de l'information et de la communication qui nous donnent à lire et qui communiquent très bien, avec énormément d'argent à la clé, qui communiquent sur les chiffres mirifiques que serait l'impact fabuleux de l'environnement, du numérique sur l'environnement. Exactement. Ça, je suis désolé, mais c'est pas vrai. Voilà, je l'ai constaté. Les rapports sont tout à fait étranges. Je suis remonté la source des rapports. J'ai interrogé les gens qui ont participé au rapport. Et à un moment, les gens qui sont les auteurs du rapport me disent on est vraiment désolé d'avoir écrit ce rapport-là. Donc à un moment, la vérité, elle n'est pas là. Après, de l'autre côté... ça, je tiens à dire, c'est dans le bouquin, hein, Guillaume, ce que tu racontes là est clairement dans le bouquin. Hein, donc, il y a des lanceurs. C'est une enquête de police, en fait, sur certains rapports, en fait, hein, ce que tu fais des fois. Absolument. Alors après, donc la vérité, elle n'est pas là. Est-ce que moi, j'ai essayé sincèrement de toucher la vérité ? J'ai sincèrement essayé. J'ai essayé d'aller au plus proche de ce qui me semblait être juste. Et pour tout te dire, Stéphane, je le dis aussi, je dis que finalement, sur toutes ces questions macro, micro, en fait, c'est la jungle et souvent personne ne sait. Mais voilà. Mais
ça monte. C'est en train d'être un sujet qui monte énormément. Tout d'un coup, j'ai passé une soirée il y a quelques mois avec 40 DSI de grandes entreprises françaises. Tous disaient: 1, c'est un sujet qui est émergent, qu'on n'a pas assez évoqué jusque maintenant au sein de notre entreprise. 2, ça va exploser, il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. 3, c'est important pour notre réputation, pour notre politique de ressources humaines, parce qu'il faut embaucher des jeunes à qui on convainc que sur ces volets-là, on a aussi une politique qui est potentiellement favorable à l'environnement. Et 3, c'est important pour le portefeuille, et cette question des 20 000 euros par an et par personne, parce que si je rallonge la durée de vie de mes produits, si je fais en sorte de mieux optimiser la gestion de mes données, concrètement, ça peut avoir un impact positif sur le budget de fonctionnement d'une entreprise. Tout à fait. Alors après, il y a toujours la question de l'origine de l'électricité. Voilà. En France, c'est mieux. C'est une question centrale. Mais évidemment, absolument. En France, c'est évidemment remarquable, mais ça reste une question L'Internet centrale. pollue beaucoup moins en France parce que l'électricité est nucléaire. Naturellement, c'est pas le cas en Chine. Bon, après, alors, donc il y a la tech, et puis après, il y a d'une certaine manière la continuité de ce que tu avais fait avec la guerre des métaux rares. Ouais. En fait, je m'attaquais, Stéphane, pour tout te dire, je suis volontairement provocateur et on m'a dit que je me tapais du pied dans la fourmilière, mais à ce grand récit du capitalisme, et je ne suis pas anticapitaliste, mais ce grand récit du capitalisme qui consiste à dire que puisque tout va être virtualisé, on va pouvoir faire coïncider accroissement des richesses non-stop et moindre impact sur l'environnement. Exactement. C'est un win-win, et Exactement. pardon de le dire, mais en fait, j'y crois pas. Non, mais c'est ça qui est... C'est ça qui est alors très précieux, parce qu'il faut toujours penser contre soi-même, et en même temps un petit peu désespérant, parce que effectivement dans mon esprit, moi, de suppôt du capitalisme, par exemple par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec Jean-Marc Jancovici, Shift Project, etc. et tout, je garde la conviction profonde que l'innovation en fait nous permettra de sortir par le haut de ce défi sans précédent posé à l'histoire de l'humanité, comme l'humanité a su relever l'ensemble des défis. Il en faut. Et l'arme, elle est évidemment digitale et numérique. Et toi, tu me déconstruis le truc avec une efficacité redoutable. Voilà. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que d'abord, il faut l'innovation. Quand on regarde aujourd'hui la puissance des câbles sous-marins par lesquels transite l'information, quand on regarde la capacité des centres de données d'optimiser l'impact écologique du stockage de données, etc., je veux dire, l'innovation, elle est partout. Et je le dis bien dans le livre, je dis le monde appartient notamment à ceux que j'appelle les techno-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui pensent que ces innovations-là vont permettre de gagner la course, peut-être, on ne sait pas, face à l'accroissement de nos usages permises par le numérique, mais il n'y a pas que l'innovation. Et en fait, si on croit le numérique comme une espèce de messie venu de l'extérieur pour nous sauver, ça ne marchera pas. Je crois que le numérique est à notre image. Il nous permettra de faire des choses merveilleuses si nous avons de bons dessins. Il nous permettra d'aggraver notre impact sur l'environnement si nos dessins sont moins nobles. Il est finalement à notre image et tout dépend vraiment de nous. L'innovation, c'est bien. Le changement des mentalités, c'est intéressant, c'est peut-être même mieux. Je crois à un équilibre entre des solutions qui sont techniques, mais aussi psychologiques, culturelles, sociales, politiques. L'un des trucs les plus spectaculaires, mais tu racontes aussi le bonheur que c'est de pouvoir enquêter sur l'ensemble de ces sujets, c'est ton voyage auprès des mines de graphite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les mines de... Alors d'abord, qu'est-ce que le graphite, à quoi ça sert ? En quoi est-ce qu'il est indispensable dans cette industrie digitale ? Et ensuite, qu'est-ce que tu as vu ? D'abord, Internet, c'est invisible. Hein. On ne le sent pas, on ne le goûte pas, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Donc moi, j'ai voulu sentir, goûter, toucher Internet. Internet a une odeur, Internet a un goût, Internet a une couleur. J'ai littéralement fait l'expérience sensorielle d'Internet. Et Internet, eh bien, c'est le graphite. Le graphite, c'est l'élément, la matière première principale qui compose les batteries de nos téléphones portables. Nous avons tous quelques grammes de graphite sur nous. Bien heureux sommes-nous d'avoir justement ces matières-là, mais on les extrait notamment, et en particulier de Chine, et du nord de la Chine, dans la province de Heilongjiang, où je me suis rendu. C'était pas la partie la plus simple de mon reportage. Mais oui, parce que même, je me demande, mais comment as-tu fait ? Comment t'ont-ils laissé ? Mais alors vas-y, finis de raconter, et puis après, on fera la boîte noire du truc. D'abord, j'étais pas habillé comme ici, hein, j'étais beaucoup plus discret, j'étais fondu dans les couleurs locales, c'est-à-dire marron, verte, grise, et je suis allé à la barbe des autorités. J'ai un visa business. Et je suis chercheur en métaux rares. Ouais. Je peux le dire maintenant parce que de toute façon, il est plus valable aujourd'hui. Et je rentre pas en tant que journaliste, je rentre pas avec des caméras. On va là-bas, vitre teintée. On n'est pas vu. Il y a des caméras partout, même au fin fond de la frontière sino-russe. Et on n'est jamais vu. Stéphane, on n'est jamais vu, on filme au drone, on filme de loin, et si je me fais prendre, sincèrement, je ne veux pas savoir ce qui me serait arrivé. J'étais dans l'illégalité de fait. Et en plus, ce sont des zones qui sont potentiellement stratégiques. Donc, en fait, j'ai voulu raconter dans le livre les dessous, pas seulement ce que j'ai vu et entendu sur cette pollution, mais aussi sur les dessous du tournage, où à un moment, en fait, concrètement, on a été géolocalisé par la police. J'ai 20 minutes pour partir.
Voilà, j'ai 20 minutes pour partir, j'ai ma valise avec moi. Je suis largué dans la première ville, le premier village du coin. Et là, je prends un taxi, je file à l'aéroport de Jixi à 50 km et je prends le premier avion pour Harbin. Et je disparais de ce monde-là parce que je ne veux pas avoir affaire à la police. Mais c'est ça qu'il faut pour raconter les dessous du numérique. Alors, graphite. Donc tu dis c'est la face noire en fait de l'ensemble de cet Internet qui n'a pas d'odeur. Absolument, il a une odeur, il a une odeur de beurre rance. Il est extrait aujourd'hui dans des conditions épouvantables. Dignes des années 60. Ouais. Voilà. C'est paradoxal parce qu'on parle de technologies les plus évoluées qui soient et paradoxalement pour extraire les minerais de ces technologies, les conditions d'extraction sont absolument dignes des années 60. Les hommes travaillent avec juste des fichus sur la tête, sur la bouche pour se protéger en fait des poussières de graphite qui peuvent occasionner la silicose si jamais ils respirent trop de cela. Les gens qu'on interroge autour vous parlent de toutes sortes de maladies diverses et variées, et puis y compris de la nature qui est très impactée, de la biodiversité. C'est le raffinage du graphite qui est plus polluant que l'extraction du graphite lui-même. Mais voilà, c'est la réalité. Toute action virtuelle dans ce nuage commence par une entaille dans le sol, commence par une cicatrice qui ne disparaîtra pas. Voilà par où ça commence. Et puis après, les data centers, les câbles sous-marins. Oui, parce qu'il y a tout un aspect, et normal d'ailleurs, il y a tout un aspect vie privée, souveraineté, etc. Mais je voulais me concentrer, moi, sur le carbone. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, finalement, parce que tu refermes le bouquin, tu dis, mais comment on fait ? Je pensais à ça. Alors, évidemment, tu as un chapitre autour de la jeunesse et de... Enfin, c'est Janus, quoi, cette jeunesse. Hein. Elle est coincée. En fait. C'est le paradoxe de la génération Greta. Pardon de le dire, je vais être provocateur, Stéphane, mais est-ce que la génération Greta sera vraiment la génération climat ? Parce que d'un côté, moins de viande, moins d'avions, moins de plastique, très bien, j'aime bien Greta, je l'admire, je trouve qu'elle est courageuse. D'un autre côté, c'est la génération du hashtag. Et c'est la génération qui a déjà eu 5 téléphones portables entre les mains à l'âge de 18 ans, qui en a son 6e en France. C'est la génération qui consomme ces produits numériques de façon absolument colossale, au risque d'ailleurs d'atteindre la saturation. Cette génération-là est celle qui d'un côté permettra des gains écologiques sur certains postes de pollution et qui de l'autre va en rajouter et qui va contribuer à faire que le numérique voit son empreinte CO2 multipliée par 2 d'ici 5 ans. Donc est-ce que cette génération va vraiment nous sauver du désastre ou est-ce que, pardon de le dire, c'est une génération 68 bis qui va balancer son pavé comme on l'a fait dans 68 pour se retrouver finalement à faire autre chose dans le monde des affaires quelques années plus tard et peut-être faire l'inverse de ce qu'elle avait dit, un pavé à la main à Saint-Germain-des-Prés. Donc oui, je pense que cette question doit être posée pour prendre le sujet à bras-le-corps tôt. En fait, il faut dire à un ado, ne pas changer de téléphone portable est incontestablement le geste le plus important que tu vas pouvoir faire contre le carbone. Absolument, c'est le premier. Le téléphone portable. Et il est vraiment très très important, chiffre à l'appui, quoi. Voilà. Le plus important, c'est ça, parce que les interfaces, téléphone, tablette, ordinateur, c'est la moitié de la pollution numérique. Tous ces chiffres-là, la moitié, c'est juste les interfaces. Donc si vous avez un téléphone que vous gardez non pas 2 ans, mais 4 ans, à gros traits, vous allez diviser par 2 la moitié de ce poste de pollution. C'est absolument colossal. Et ça vaut pour les entreprises. Est-ce qu'une entreprise multiplie les téléphones portables ? Est-ce qu'elle donne un téléphone pro et un téléphone perso ? Ou est-ce qu'on fait en sorte d'avoir le même téléphone pour ces 2 usages-là ? Est-ce qu'elle va racheter son téléphone à une plateforme de revente en ligne et donc elle les achète d'occasion ? Est-ce qu'elle va les revendre une fois qu'ils sont usagés et pas si usagés que ça finalement à cette plateforme-là pour faire allonger la durée de vie des produits ? Mais ça, c'est absolument fondamental. Ça commence par ce geste-là qui est finalement assez simple. Mais derrière, juste en mode de conclusion, encore une fois, je me remets dans la peau du chef d'entreprise qui se disait qu'en digitalisant, il faisait quand même avancer la cause du climat. Quand même, en conclusion, quand même. Mais voilà. Il ne faut pas y aller les yeux fermés, il ne faut pas y aller sans vision globale de ce qu'on est en train de faire. J'essaie quand même, je suis équilibré, je ne suis pas anti-technologie, j'ai un iPhone, j'ai des réseaux sociaux, j'ai eu besoin d'Internet pour aller enquêter aux 4 coins du monde aussi. Donc soyons constructifs, on ne va pas revenir à la bougie, ça va de soi. Les entreprises font leur transition numérique, c'est très bien, c'est générateur de croissance, et tant mieux, ça paye les retraites. Et puis ça remboursera peut-être notre dette accessoirement, voire principalement. Donc c'est absolument indispensable. Mais attention, de quelle transition voulons-nous ? C'est pas de dire je veux ma transition numérique, c'est on rentre dans la transition numérique 2.0 et maintenant concrètement dans les faits, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on optimise les données ? Leur stockage ? Par quelle plateforme de partage de données passe-t-on ? Quel téléphone portable ? Quelle durée pour ces usages ? Comment est-ce qu'on forme les collaborateurs de l'entreprise à ça ? Quelles sont les métriques opérationnelles pour comprendre ? Les entreprises savent-elles le poids de leur email, le poids d'un email ? Ah, ça, c'est une grande question. Ouais, tu fais un truc ça, ce sont des sujets. Avec une goutte d'eau, parler avec une goutte d'eau. Oui. Non, attends, parce que juste on est au bout, il y a quand même un chiffre là, c'est parce que je regarde. TSMC, donc on connaît tous par cœur maintenant TSMC, hein.
c'est bien 156 millions de litres d'eau par jour, c'est ça Oui, c'est les chiffres, tout à fait. D'ailleurs, j'ai interrogé des gens directement, des anciens de chez TSMC, des grands pontes des puces électroniques. Il faut savoir qu'il y a une pénurie aujourd'hui d'eau à Taïwan qui dure depuis plusieurs mois. C'est une île, ils ont la mer. Ils vont chercher une partie de l'eau dont ils ont besoin, ils recyclent une partie de cette eau et ils vont rechercher une partie de l'eau dont ils ont besoin via des camions-citernes dans les rivières environneantes. Il faut juste être conscient de ça, il faut juste le savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de puces. Non mais exactement, non mais c'est ça, c'est tout à fait clair. Plus c'est petit une puce, plus paradoxalement c'est un leg matériel qui est lourd. Être lucide sur ce pan considérable de notre économie quand on l'est, comme on l'est sur les autres. Merci Merci Guillaume. Stéphane. Guillaume Pitron, donc notre invité, l'enfer numérique sur Bismart.